Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à une question. Est-ce que la clean architecture est un luxe pour le développeur? Alors, pourquoi est-ce que nous nous posons cette question? Parce que pour la plupart des développeurs, lorsqu'on évoque le terme clean architecture, cela renvoie à quelque chose de complexe. Cela parfois renvoie à quelque chose de pas très utile. Ça renvoie à un truc où il y a plein de fichiers et pour accéder à une fonction, il faut faire trop de clics. Bon, le but de cette vidéo sera justement d'essayer de voir est-ce que la clean architecture est réellement un luxe, est-ce que c'est juste un buzzword ou c'est quelque chose de réellement utile. Alors, avant d'aller un peu plus loin, je souhaite qu'on définisse d'abord en entrée de jeu deux principaux termes, le terme de détail de bas niveau et le terme de détail de haut niveau qui sont très utilisés par ceux qui travaillent sur la clean architecture ou si on veut architecture, port et adapteur. Lorsqu'on parle d'un détail de haut niveau, c'est tout simplement en fait un cas d'usage de notre application ou si vous voulez ce que les utilisateurs ou des systèmes tiers peuvent faire dans notre application. Lorsque j'arrive sur YouTube, par exemple, je peux poster une vidéo. Quand je suis sur LinkedIn, par exemple, je peux commenter un post. Alors ça, ce sont des cas d'utilisation, ce que des utilisateurs viennent faire dans notre application. Et par conséquent, cela représente ce qu'on appelle nos règles métiers ou des détails de haut niveau. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle détail de bas niveau? Un détail de bas niveau, c'est un détail qui est nécessaire en fait pour que notre détail de haut niveau puisse exister. En gros, lorsque j'ai posté une vidéo, qu'est-ce qui va se passer? Quand j'ai posté une vidéo, cette vidéo peut potentiellement être sauvegardée dans un système de persistance qui peut être une base de données ou toute autre chose en fait. Alors là, c'est en quelque sorte ce qu'on va appeler détail de bas niveau parce que c'est un détail qui relève de la technique purement. C'est un détail qui est utilisé par notre détail de haut niveau. En gros, détail de bas niveau, détail technique tout simplement, détail de haut niveau, détail qui relève de nos règles métiers, des cas d'utilisation qu'offre notre application. Une fois que ceci est dit, alors dans la pratique aujourd'hui, lorsqu'on développe des logiciels, la plupart du temps, on va se servir des frameworks. Les frameworks en soi sont très bien, ça nous permet de gagner ou d'avoir un gain fou en termes de temps de développement, mais sauf que ces frameworks très souvent sont développés pour répondre aux problématiques que rencontre l'auteur ou ses amis ou son équipe dans un contexte spécifique. Même si parfois en passant, les frameworks aussi peuvent résoudre nos problèmes, c'est la raison pour laquelle nous les adoptons majoritairement. Il n'en demeure pas moins que le but ultime n'est pas forcément aligné avec les problématiques que nous rencontrerons dans notre logiciel, ce qui est normal parce que le concepteur ou le développeur du framework, lorsqu'il le développe, il ne nous connaît même pas, il ne connaît pas nos problématiques et c'est tout à fait normal que parfois à un moment donné, nous ne soyons pas toujours alignés. Comment donc se protéger des changements des frameworks? Comment donc se protéger de l'évolution des frameworks? C'est donc tout l'enjeu. Alors, vous développez par exemple en Angular ou vous développez en Java avec le framework Spring. Pour être sûr que vous êtes à l'abri des changements du framework, il faudrait toujours et toujours que nos règles métiers ou nos règles de haut niveau en fait soient agnostiques au framework. En d'autres termes, nos règles métiers ne doivent pas dépendre du framework. Lorsque vous êtes en train d'implémenter par exemple le cas d'utilisation qui permet de sauvegarder une vidéo ou le cas d'utilisation qui permet de commenter un post sur LinkedIn, il faut toujours s'assurer que ce cas d'utilisation, en fait, ne contient pas les annotations ou les objets spécifiques au framework. Parce que très souvent, le framework va nous demander lorsque nous l'utilisons, de pouvoir se servir, de pouvoir dériver nos classes à partir des classes du framework. En gros, par exemple, pour ceux qui travaillent en Angular, certaines de vos classes métiers seront annotées avec service. Ceux qui travaillent en Spring, certaines de classes seront annotées avec AutoWire. Très souvent, on sera tenté d'utiliser les classes exposées par le framework, par exemple la classe HTTP Client. Or, en le faisant, on a l'impression à ce moment de gagner d'avoir un gain de temps énorme, mais le souci est que demain, le framework, il peut évoluer pour une raison ou pour une autre. Les concepteurs du framework peuvent avoir d'autres problématiques, leurs besoins peuvent avoir évolué et ils font des changements qui ne sont pas forcément nécessaires pour notre application à ce moment donné-là. Si nous sommes totalement dépendants, si tous nos systèmes, notre système, toutes nos classes sont des classes dérivées en fait de celles du framework, alors ce couplage fort va nous faire payer le prix lorsqu'il y aura soit des évolutions profondes du framework ou soit des changements. Pour être sûr, ceux qui vont développer en Angular, pour être sûr par exemple que on est framework agnostique, ceux qui vont développer en Angular ou en Spring, la règle d'or c'est toujours
nos règles métiers ne doivent en aucun cas dépendre du framework. Ce qui signifie que mes services ne doivent pas avoir la notation injectable si je suis en Angular, ou ne doivent pas avoir la notation service si je suis en Spring, ou on ne doit pas avoir d'AutoWire partout. Pour ceux qui travaillent en Spring, l'AutoWire qui permet de faire l'ingestion de dépendances, on ne doit pas les voir partout dans notre code métier. On peut les voir en fait dans ce qu'on va appeler le code d'infrastructure qui relève du code de bas niveau, mais pas surtout et surtout pas dans le code métier. Parce que lorsqu'on rencontre ça dans le code métier, ça veut tout simplement dire qu'on est couplé ou qu'on est fortement dépendant du framework, et lorsque celui-ci demain changera ou celui-ci demain sera annulé, sera supprimé, on ne pourra pas assurer la portabilité de nos règles métiers vers un nouveau framework. Surtout, n'oublie pas le web, c'est un détail de bas niveau. Lorsque ton UI, lorsque tu développes ton application Angular et tout, la partie UI, la partie visible dans le navigateur, en fait, ce n'est qu'un détail de bas niveau. Lorsque tu es côté back-end avec Spring Boot, la base de données, le broker et que sais-je encore ne sont que des détails de bas niveau. Il ne faut surtout et surtout pas, en fait, utiliser les annotations du framework ou les classes utilitaires du framework, en fait, dans tout ce qui est code métier. Donc voilà un peu en quelque sorte comment est-ce que la clean architecture nous protège du framework, parce que bien que les concepteurs du framework partent d'une bonne intention, mais il n'en demeure pas moins que on n'est pas toujours en fait les mêmes raisons, les mêmes raisons ou les mêmes problématiques rencontrées. Alors un autre point en fait pour lequel on doit toujours et toujours systématiquement penser à la clean architecture au début des projets, c'est en quelque sorte l'évolutivité. En gros, lorsqu'on parle d'évolutivité, c'est un peu un froutou et ça peut sembler un peu pas très clair. Mais l'évolutivité, c'est en quelque sorte pour moi enrichir vos applications de nouvelles fonctionnalités. Lorsque vous avez un mécanisme basé sur une clean architecture, ça veut dire que vous avez vos règles de haut niveau, vos règles métiers qui sont encapsulées et ne dépendent pas de la technique, non pas d'annotation liée au framework ou non pas de classe utilitaire liée au framework. L'avantage, le gros avantage de ça, en fait, c'est quoi? Le gros avantage de ça, c'est que si demain on veut implémenter une fonctionnalité d'une façon différente qui serait utilisée dans d'autres parties de l'application, alors il nous suffit juste de faire de nouvelles implémentations en s'appuyant sur la bonne infrastructure. Déjà pour la petite histoire, au début des années 60, en fait, les systèmes d'exploitation n'avaient pas de mécanisme plug and play pour, quelque sorte, le nom va m'échapper là tout de suite, je ne sais pas pourquoi, mais des plugins qui sont appelés en quelque sorte des pilotes. Voilà, le nom me revient. Bon, ça peut arriver, c'est l'effet vidéo. Lorsque vous, au début des années 60, en fait, les systèmes d'exploitation ne prenaient pas nativement en compte, en fait, l'ajout de nouveaux plugins. En gros, les pilotes étaient en quelque sorte codé endu, hardcodé dans le système d'exploitation. Et le fait que ces pilotes, ceux-ci étaient hardcodés endu dans le système d'exploitation, ça faisait en sorte que pour ajouter un nouveau pilote qui permettait au système d'exploitation de communiquer avec un nouveau périphérique, soit d'entrée, soit de sortie, il fallait recoder entièrement ce plugin dans le système, forcer un déploiement et la conséquence de ça, c'est que tous ceux qui utilisaient le système d'exploitation devaient procéder à des mises à jour. Après, de cette douloureuse expérimentation, les concepteurs de cette exploitation, déjà dans les années 60, se sont dit, en fait, en gros, les pilotes doivent tous implémenter des contrats d'interface. En gros, dans notre système d'exploitation, on expose juste un contrat d'interface qui contient les méthodes nécessaires pour implémenter un pilote, et chaque fabricant d'outils, chaque fabricant de périphériques, soit de souris, soit de clavier, doit juste en fait en quelque sorte implémenter cette interface, et avec un mécanisme de plug and play, pas besoin de développer, de redéployer tout le système d'exploitation. On va juste plugger en fait la bonne implémentation qu'on veut du pilote au moment opportun. Donc voilà un autre gros avantage. Et pour terminer en fait sur la série des avantages qui permettent de répondre à la question, la architecture est-elle un luxe? C'est les tests unitaires. Pour pouvoir tester, on ne le dira jamais assez. Pour pouvoir tester, il faudrait que vos détails de haut niveau ne dépendent pas des détails de haut niveau. En gros, entre le détail de bas niveau et le détail de haut niveau, il doit se trouver une interface. S'il se trouve une interface, et en gros, c'est rien qu'à ça que se rejoint la clean architecture, mettre une interface entre ce qui relève du métier et ce qui relève de la technique. Alors, lorsqu'on l'a fait, le test devient une évidence simple. Ce qu'il faut juste faire dans les tests, c'est juste moquer le détail de bas niveau en
en définissant une implémentation de l'interface qui fait office de mots et l'injecter tout simplement en fait dans ce qu'on va appeler la règle métier ou le détail de haut niveau. Et cela nous permet de tester unitairement en fait que nos règles métiers, que nos comportements fonctionnent bel et bien. Alors, j'ai essayé d'être le plus simpliste possible dans cette vidéo pour te permettre d'appréhender toi aussi la notion de clean architecture. C'est pas juste un luxe, c'est pas juste une question de rajouter des fichiers en plus, mais c'est vraiment quelque chose qui est indépendant, qui est nécessaire autant pour moi pour plusieurs raisons. La première, elle nous protège du framework, comme on l'a vu tout à l'heure. La seconde, elle nous permet d'enrichir facilement notre application. Et ensuite, une autre raison, et surtout pas des moindres, c'est la possibilité d'effectuer des tests unitaires. Si tu as aimé cette vidéo, tu sais ce qu'il faut faire. Abonne-toi, like. Chaque dimanche, dans le cadre de ce que j'appelle la chronique tech, je partage avec mes followers sur un sujet qui relève de la tech pure et simple. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Mais surtout et surtout, n'oublie pas que ce soit la clean architecture ou que ce soit d'autres technologies, il faut rester pragmatique, il faut tenir compte des compétences de l'équipe et aussi il faut tenir compte aussi des contraintes de l'entreprise en quelque sorte en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Salut.